10h-13h, Maxime Liédo. Merci d'avoir choisi Sud Radio pour passer une partie de votre matinée. On est ensemble jusqu'à 13h et la suite de ce traitement de l'actualité brûlante, c'est évidemment ce chiffre, 15% sur les exportations européennes. C'est le fruit d'un deal, et je mets ça entre guillemets, entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens. Dans quel camp êtes-vous ce matin ? Est-ce un accord louable ou une capitulation totale ? C'est vrai qu'on peut être content d'avoir un accord. On aurait pu craindre que ça soit bien pire, que ça soit à 30%. Mais enfin, quand même, ça ressemble à une capitulation, ça ressemble à une extraordinaire démonstration d'impuissance de la part de l'Europe. C'est vraiment pas très réjouissant. Les Échos titrent aujourd'hui « Leçon d'une défaite », l'opinion « L'Europe limite la casse ». Le Figaro, c'est « Accord avec un goût amer pour les Européens ». Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Écoutez, si on regarde froidement de quoi il s'agit, on a accepté en rase campagne de n'avoir aucun tarif sur les importations américaines. Donc de notre côté, allez-y, rentrez, faites ce que vous voulez. Et nous, on a que des obligations côté Europe, c'est-à-dire que on s'engage à acheter du gaz américain, on s'engage à acheter des armes américaines et on paye 15%. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que certains secteurs sont exonérés, d'autres sont exemptés. Grosso modo, pas mal de nos exportateurs, notamment l'automobile, vont exporter et ça va devoir supporter ces 15% évidemment qui vont être sur le marché, qui vont faire qu'on a moins de place sur le marché par rapport aux autres. C'est bien l'idée défendue. Donc non, c'est vraiment pas très réjouissant. C'est quand même un accord qui est extrêmement déséquilibré, il faut quand même le dire. Vous parliez des investissements promis, 600 milliards de dollars d'investissements à venir dans les prochaines années en tout, et on ne sait pas d'ailleurs comment tout cela sera financé, et 750 milliards d'achats dits stratégiques, notamment sur l'énergie, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ce GNL qui est le gaz naturel liquéfié américain. Est-ce que ça change vraiment considérablement? C'est-à-dire que je regardais les quelques chiffres, on en est déjà le premier acheteur, nous, Européens, du gaz naturel liquéfié en Europe. Bon, en réalité, ça nous coûte déjà 60 milliards. Est-ce qu'on va vraiment être en capacité, si vous voulez, de multiplier ce chiffre par 4 dans les prochaines années? Au final, la question, c'est est-ce que tout ça n'est pas du bluff, comme les 5% sur l'OTAN, des chiffres considérables. Donald Trump repart heureux. Nous, on se débrouillera comme d'habitude et on connaît Ursula von der Leyen. Dès qu'il s'agira de manigancer, elle sera au rendez-vous. Est-ce qu'on peut pas le voir aussi cyniquement que cela? Oui, c'est effectivement la partie du deal qui est pas évidente à réaliser. Il va falloir regarder. L'énergie, ça évolue énormément. Évidemment, les prix. Alors, ça pose un petit problème du point de vue de nos objectifs écologiques, puisque évidemment, c'est des engagements qui vont venir dans notre mix énergétique. Nous, en France, on a moins de besoins. Il faudra que les autres pays y arrivent. On peut aussi compter ou espérer que, à terme, peut-être que Donald Trump ne soit plus à la Maison-Blanche d'ici quelques années. Mais est-ce que ça fonctionne? Pardonnez-moi, Olivier. Dans l'immédiat, les tarifs, ils vont être là. Hein. Voilà. Le truc le plus sûr, c'est les tarifs immédiats dès le 1er août. Olivier Babot, vous êtes économiste et président de l'Institut Sapiens. Est-ce que cet argument est aujourd'hui encore audible? Bon, peut-être que Donald Trump ne sera plus là, mais quand on regarde déjà le premier mandat, on avait eu un avertissement avec Donald Trump 1, si je puis me permettre. Résultat, on s'y est pas préparé. Joe Biden, en réalité, peut-être était-il gentil, un peu vieux monsieur et démocrate, mais dans les faits, il nous a spoliés de la même façon. Et là, on a le retour de Donald Trump. Est-ce que s'appuyer ou espérer seulement un départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, est-ce une bonne technique? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement se préparer? Le ministre, d'ailleurs, de l'économie le dit à la une de Libération ce matin, nous devons nous préparer à affronter les prédateurs. Est-ce que c'est pas un mauvais calcul seulement de s'appuyer sur les personnes plutôt que sur la réalité aujourd'hui, qui est un affrontement entre puissances? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. S'il y a une chose positive dans ces suites d'humiliation, parce que c'est ça dont il s'agit, des suites d'humiliation. L'Europe essuie depuis un moment, des suites d'humiliation, c'est que nous devons cesser d'être naïfs. C'est qu'il est urgent que nous soyons capables de parler d'une même voix, mais ça c'est toujours la difficulté. Hein. Vous savez que la devise de l'Europe, c'est unis dans la diversité, mais en réalité, on est surtout désunis dans la diversité. Hein. Malheureusement, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes intérêts, les mêmes exportations.
notamment même par rapport à nos amis allemands. En tout cas, il faut qu'on soit capable d'avoir une politique de puissance parce que on se rend compte que le monde n'est pas gentil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le monde ne nous veut pas du bien. De façon générale, même des gens dont on pensait qu'ils étaient depuis longtemps nos alliés, ils voient d'abord midi à leur porte et leurs propres avantages. C'est difficile de leur en vouloir. Et nous, il faudrait un petit peu qu'on soit capable de voir nos propres intérêts. On a un marché extraordinaire de 500 millions quasiment et de personnes, et puis un marché avec un pouvoir d'achat important. Donc ça, c'est une de nos puissances. 1700 milliards d'euros d'échanges entre les deux puissances sur l'année écoulée, ce qui est considérable. Mais oui, on est quand même un beau marché, on est à quelqu'un d'enviable. Bon, alors c'est sûr que, comme on dit souvent, vous savez, depuis Yalta, on sait que quand on n'est pas à la table des négociations, c'est qu'on est au menu. Et malheureusement, l'Europe est au menu de plus en plus et assez peu à la table. Il n'y a pas de fatalité, il faut qu'on le décide, mais c'est vrai que c'est un spectacle assez désolant. À chaque élection européenne, on nous vend les avantages de l'Europe, on essaye de nous vanter tout ce que ça nous apporte. Malheureusement, le citoyen, ça va être de plus en plus difficile de le convaincre que l'Europe nous permet de faire autre chose que des bouchons attachés aux bouteilles, et de montrer que l'Europe peut être vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir collectivement de la puissance. On a l'impression que ça nous enlève une part de notre souveraineté nationale d'un côté, mais que ça nous permet pas d'avoir une souveraineté internationale en quelque sorte, vous voyez. Et c'est ça sur lequel il va falloir qu'on essaye de progresser. Tout à l'heure, vous disiez il y a un instant qu'en réalité le sujet c'est que nous n'avons pas les mêmes intérêts, mais précisément parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts, est-ce que le but n'était pas d'y aller seul et d'assumer de négocier pour ses propres intérêts? Et quand on voit aujourd'hui le ministre Keir Starmer, c'est-à-dire le ministre britannique, il ne s'en sort pas mal, 10% seulement, il a réussi à négocier sur ses intérêts stratégiques. On voit bien en réalité qu'Ursula von der Leyen a tout fait pour exonérer l'automobile, qui sauve en grande partie bien sûr l'Allemagne, qui se dit d'ailleurs soulagée de cet accord. Donc est-ce que la réalité n'aurait pas dû nous amener à appeler directement Donald Trump et à dire, écoute mon petit Donald, qu'est-ce qu'on fait entre la France et les États-Unis? Institutionnellement, ça aurait été difficile, ça aurait été une déflagration européenne. D'un point de vue pratique, il est possible que ça ait donné des meilleurs résultats. D'ailleurs, les États-Unis auraient peut-être été contents de nous voir arriver désunis. On a pensé qu'on aurait un meilleur accord, mais c'est vrai qu'il y a ce grand problème du fait que nous n'avons pas les mêmes structures économiques entre les pays. L'Allemagne, comme vous le disiez, a beaucoup d'industries. L'automobile, c'est important. L'Allemagne a aussi fait la très très grande erreur de sortir du nucléaire, ils ont une énergie plutôt chère, donc ils ont des visions énergétiques qui sont différentes des nôtres, et c'est vrai que c'est un problème, d'autant plus qu'on a l'impression que dans la négociation, la plupart du temps, c'est quand même pas le point de vue français qui parvient à l'emporter, donc c'est vraiment gênant, et encore une fois, ça nourrit une forme de défiance de l'Europe. L'Europe qu'apporte-t-elle? Voilà ce que beaucoup de citoyens pensent de plus en plus, ils sont de plus en plus sceptiques, alors que je pense qu'ils l'étaient pas en fait, il y a encore quelques dizaines d'années. Comment vous regardez, comment l'économiste que vous êtes, regardez ce qui se passe aussi du côté de la Chine? On a l'impression aujourd'hui que dans un certain type de discours politique notamment, la Chine devrait être désormais l'allié à privilégier par rapport à l'allié américain. Et on voit pourtant à quel point on avait encore un auditeur hier qui habitait en Chine, qui nous a appelé, qui nous disait qu'en réalité on avait juste à continuer comme ça parce que les Chinois n'attendaient qu'une chose, nous croquer. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un risque de se tromper d'ennemi et de laisser arriver considérablement, je veux dire beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui déjà, la Chine et les investissements chinois en terres européennes? Si on veut être tout à fait lucide, le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est de choisir son maître, et il faut choisir le moins terrible, le moins redoutable. La formule est cruelle. C'est vrai que malheureusement, les États-Unis, c'est celui avec lequel on a quand même le plus d'atomes crochus, celui qui est civilisationnellement le plus proche, et puis ça fait plus longtemps évidemment qu'on est un peu en communication. Il faut pas évidemment être naïf. La Chine a aussi une politique de puissance. On est face à des politiques d'empire qui sont revenus. On avait pensé pendant un moment que par une sorte d'irénisme, ça y est, les démocraties représentatives allaient habiter le monde, et puis la vision européenne universaliste, pacifiée, n'est-ce pas, allait dominer. Non, c'est pas du tout comme ça. L'histoire ne s'est pas arrêtée et l'Europe est un peu entre les deux feux de cette guerre des empires. Oui, c'est plutôt, il faut qu'on choisisse, qu'on choisisse sans se soumettre pour autant, en essayant de faire valoir nos forces.
mais en étant lucide sur le fait que on a de moins en moins les capacités, on aura de moins en moins avec l'intelligence artificielle qu'on n'a pas, avec les robots qu'on ne développe pas non plus, les moyens d'avoir les technologies qui permettent réellement la puissance. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on continue d'une façon ou d'une autre à s'abriter un petit peu derrière le mur des plus puissants. Voilà, c'est comme ça depuis les châteaux forts. Et bien voilà, l'appel à la lucidité d'Olivier Babot, votre parler vrai économique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, économiste et président de l'Institut Sapiens. Je retiens votre formule sans doute juste mais cruelle sur le destin de l'Europe qui ne doit aujourd'hui se contenter d'une certaine manière de choisir son maître. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans